Bienvenue à toutes et à tous à notre premier séminaire électronique. Je suis très content de pouvoir accueillir plus de 30 entrepreneurs dans ces circonstances assez particulières. D'abord, une petite message de service. Le Q&A est déjà ouvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le Q&A, mais les questions vont être répondues à la fin du e-séminaire. Et nous vivons en effet dans des circonstances assez particulières, surtout pour vous, les entrepreneurs. Je voudrais donc commencer de vous remercier, tous. Chaque soir à 20h, nous applaudissons les donneurs de soins, à juste titre. Mais en ce qui me concerne, vous aussi, les entrepreneurs méritent d'être applaudis. Après tout, ce sont les entreprises qui créent la richesse qui permet de payer aussi pour ce soin qu'on donne. Et le plaidoyer que beaucoup d'entrepreneurs ont fait pour relancer le plus vite possible était donc pour moi pas un choix pour l'économie plutôt que pour le soin, mais était vraiment un choix pour l'avenir de notre société, pour l'avenir de nos enfants et pour soutenir nos soins de santé. Je pense que je parle au nom de la plupart des entrepreneurs si je dis que ces dernières semaines n'étaient pas faciles, même très difficiles. Je suis encore toujours étonné de la facilité avec laquelle notre société a décidé de fermer une grande partie de la vie économique sans vraiment réfléchir sur les conséquences que ça pourrait avoir. Ces premiers jours et ces premières semaines ont été aussi pour nous, comme pour beaucoup d'autres, une vraie essai de damage control. On a essayé de limiter l'impact le plus possible. Comment, au début, on s'est pensé qu'on pourrait se limiter à des mesures assez limitées, comme la fermeture de nos réfectoires, mais après on s'est réalisé que c'était beaucoup plus sérieux. Et je me suis rendu compte que pour nous, comme cabinet de Van Noode, la situation était encore meilleure que pour beaucoup de vous. Il y a beaucoup des entreprises qui sont touchées beaucoup plus de cette crise que nous le dirons. Cela dit, néanmoins, nous avons aussi ressenti les effets. Du jour au lendemain, nos collaborateurs ont dû apprendre à faire du télétravail. On le faisait déjà, mais assez limité. Mais du jour au lendemain, tout le monde était à la maison et heureusement, c'est bien passé. Autre chose, c'est que malheureusement, pour la première fois en 72 ans, certains de nos collaborateurs se sont mis au chômage temporaire. Et je dois admettre que cette première période était aussi, pour moi comme entrepreneur moi-même, pas facile. J'imagine que c'est la même chose pour beaucoup d'entre vous. On se pose la question comment réagir, quoi faire, et on n'a pas toujours la possibilité de partager ces incertitudes, ces questions avec d'autres. On se dit souvent qu'on est seul au chômage, mais dans cette période ici, c'était aussi un peu le cas. Heureusement, ici à Van Noode, on a une équipe fantastique et on a pu survivre cette première période sans trop de dégâts. Et heureusement, entre-temps, nous sommes passés dans la deuxième phase, le redémarrage, le déconfinement. Et j'imagine que tout le monde, que vous tous êtes déjà occupés à s'organiser pour ce déconfinement si vous n'êtes pas encore relancé. Néanmoins, il sera quand même important de consacrer suffisamment de temps à cette procès. Il n'y a pas seulement beaucoup de choses pratiques à régler,
comment organiser le trafic, comment la circulation au sens de l'entreprise, comment est-ce qu'on va imposer les masques oraux obligatoirement ou non. C'est par exemple un choix que nous avons décidé de ne pas prendre. Mettre la masque est un choix de l'employé. Mais il y a autant de choix à faire, autant de décisions à prendre. Mais il n'y a pas seulement le côté pratique de cette opération, il faut aussi consacrer assez de temps à la communication et la consultation des collaborateurs. Bien que la plupart de nos collaborateurs sont bien contents et même très enthousiastes qu'ils peuvent revenir dans les cabinets et de se renouer avec les collègues et les clients. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les experts comptables et les comptables sont vraiment des personnes très sociales, au moins ceux qui travaillent chez nous. Il y en a quand même certaines personnes, certains collaborateurs qui sont un peu hésitants, qui ont un peu peur de retourner dans les cabinets, et j'imagine que dans vos entreprises, ce ne sera pas différent. Et on doit comprendre cette crainte. Il y a cette crainte pour la contamination, mais bon, pour ça, il faut la consultation, il faut parler, communiquer avec les gens pour les convaincre de les venir d'une manière qui est sécure. Comme vous le constaterez, ce redémarrage, ce déconfinement nécessitera donc quand même pas mal de la préparation. Marie-Laure développera ce sujet un peu plus dans la deuxième partie de ce discours. Mais comme nous le savons tous, cette deuxième partie, ce déconfinement, n'est qu'une deuxième phase. Et ce n'est pas la fin de la crise. Il y aura encore une troisième phase. Il y a encore beaucoup de mois d'incertitude. Et les licenciements qui ont été annoncés les derniers jours dans la presse indiquent déjà que cette période ne sera pas facile non plus. Il y aura une période d'incertitude et, d'après moi, beaucoup dépendrait du consommateur. Si eux, ils retournent à consommer à partir de cette semaine et les semaines qui viennent, peut-être tout tombera encore sur ses pattes assez facilement. Sinon, même dans ce cadre-là, il y aura quand même quelques mois encore à survivre. Et dans cette période d'incertitude, on restera avec ce qu'on dit en anglais « cash is king ». Le cash, l'argent liquide, sera très important. Sauvegarder et faire qu'il y a de plus de cash dans l'entreprise possible, ça serait important. Et il faut se poser la facturation. Est-ce qu'elle se ferait encore en temps utile? Si pas tout le monde est dans l'organisation, est-ce qu'on arrive encore à émettre les factures d'une bonne manière? Après, ces factures, une fois émises, est-ce qu'ils seront payés dans les délais? Ou est-ce qu'il faut intensifier le service contrôle débiteur? Tout cela devrait être suivi de tout près. En plus, les plans de budget, les plans d'entreprise qui ont été faits il y a quelques mois, en 2019, sont entre-temps tous dans la poubelle. La situation a complètement changé, ça c'est clair. Mais ça ne permet pas ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre de n'avoir aucun plan. Comme entrepreneur, on ne peut pas aller aveugle dans cette situation. Pour moi, faire maintenant un plan de business, un plan d'entreprise qui tient compte des différents scénarios, ce n'est pas une luxe, c'est une vraie must. Comme ça, on aura un scénario à suivre dépendant de la situation qui se fait. Et dans la dernière partie de cet exposé, Jonathan Dardenne vous parlera un peu plus de cette troisième phase.
Et je voudrais terminer ma partie avec un proverbe anglais. Never waste a good crisis. Ne perdons pas de vue les leçons positives que nous apprenons dans cette crise. Parce qu'il n'y a pas seulement des éléments négatifs, il y en a quand même aussi quelques éléments positifs. Et je prends l'exemple du télétravail. C'est clair que le télétravail a aussi des aspects positifs. Et dans certains cas, on peut travailler plus efficacement à la maison. Encore plus, j'imagine, une fois que les petits-enfants ne sont plus à la maison. C'est peut-être quelque chose qu'on doit retenir pour l'avenir. Mais aussi, on doit réfléchir à de nouveaux modèles de business. Un plus grand parti du commerce électronique, du e-commerce, sera évidemment ferait partie aussi dans l'avenir. Mais peut-être qu'on devra aussi repenser certaines dépendances des fournisseurs en étranger. La dépendance, parce que le jour qu'il y a un problème, on a dû constater qu'à ce moment-là, on est très sensible à une rupture du stock. Mais on doit aussi penser à sa propre vulnérabilité. Je crois qu'un moment comme ça, une crise comme ça, il faut se poser comme entrepreneur la question, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe avec mon entreprise, avec ma patrimoine, si peut-être moi, je tombe malade ou même encore plus si je décède. Est-ce que j'ai un plan d'action qui a été préparé pour ça aussi? Merci en tout cas d'avoir pris le temps de participer à cet e-séminaire. Et avec beaucoup de plaisir, je donne la parole à Marie-Laure de Keyser. Merci, bonne journée tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous donner plus d'informations concernant les différentes étapes de la relance. Je m'appelle Marie-Laure et je travaille chez HR Solutions chez Van Lanotte. Donc, on va utiliser 4 étapes aujourd'hui. La première étape, c'est la préparation. Donc, lors de l'élaboration du plan de relance, il est important que ce plan soit largement soutenu. Cela ne peut être réalisé qu'en impliquant les personnes nécessaires. Dans les petites entreprises, ce sera souvent le directeur et peut-être un ou plusieurs des employés. Dans les plus grandes entreprises, il s'agira d'une véritable task force composée des RH, des services de prévention, des représentants de différents groupes salariés, etc. Donc, c'est aussi possible qu'il y a des autres personnes qui sont dedans. Il sera important que quelqu'un soit chargé ou assume la responsabilité finale de l'élaboration du plan, de son pilotage et de sa mise en œuvre. Donc voilà, c'est étape numéro 1. Maintenant, étape numéro 2, l'analyse des risques. Afin d'établir un plan ADK, il est important de commencer par une analyse approfondie des différents rôles et processus des différentes parties prenantes. Donc ici, je pense aux clients, fournisseurs et employés. Où y a-t-il des contacts? Avec qui? Et où se trouvent les situations problématiques? Dans la troisième étape, je regarde le plan d'action. Donc, une fois qu'on a une analyse claire, donc une fois que l'analyse claire a pu être faite, il est pertinent de la traduire en un plan d'action approprié. Il s'articulera autour d'un certain nombre de piliers. Donc, on a 3 piliers. Le premier pilier, c'est protéger les employés. Très important, évidemment. C'est peut-être avec distanciation sociale. Aussi l'équipement de protection nécessaire, je pense aux masques, les gels pour les mains. Organisation du télétravail, très important, comme Nicolas a mentionné. Organisation de temps de travail. Qu'en est-il des symptômes, etc. Donc, c'est vraiment une liste qui a encore des autres possibilités. Numéro 2, adapter le lieu de travail. Hygiène et nettoyage, très important. Plan de circulation. Organisation de journée de travail, par exemple le repas. Le troisième, c'est les relations avec l'extérieur. Donc, quand il y a des fournisseurs ou des clients, c'est important de le regarder.
Donc, exigences des fournisseurs et exigences des clients. Ce plan d'action est un élément d'information qui est mis à jour régulièrement. Donc, c'est très important de regarder. On a déjà étape numéro 4, conseil. Le seul mauvais plan, c'est de ne pas avoir un plan. Donc, on doit communiquer, visualiser les instructions et répéter, répéter, répéter. Ici, l'accoutumance est le plus grand ennemi. Si nécessaire, accorder aussi l'attention requise aux plaintes des employés. On doit prendre au sérieux l'agitation des employés. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, je vais donner la parole à mon collègue Jonathan. Merci. Merci Marie-Laure. Bonjour à tous. Jonathan Dordain, expert comptable et conseiller fiscal au sein du cabinet Van de la Note. Alors, nous allons passer effectivement quelques 10 petites minutes ensemble pour chercher, trouver ensemble des pistes pour principalement améliorer son fonds de roulement, en tout cas sa trésorerie. Alors, évidemment, pour certains, je vais enfoncer des portes ouvertes. Je vais peut-être annoncer des évidences, mais il nous semblait important en tant qu'expert comptable de vous les rappeler. Nicolas l'a déjà bien expliqué ou l'a effleuré. La première réflexion finalement à avoir, c'est sur son business model. Quelle est finalement mon activité? Quelle est ma cible? Dans quel terrain de jeu j'évolue? Dans quel secteur j'évolue? Qui sont mes clients? Est-ce que mes clients seront les mêmes clients après la crise? C'est pas certain. Et donc, toutes ces questions à se poser. La question à se poser du pivot. Est-ce que, comme certains l'ont fait, est-ce qu'il faut que je pivote? Je prends un exemple. Le secteur du textile a pivoté dans la fabrication de masques. Je pense notamment également à la fabrication des panneaux en plexi qui ont été fabriqués par des activités dans l'événementiel. Je pense évidemment aussi aux restaurateurs devenus pour certains traiteurs. Donc vous le voyez, toute une série de pivots que certains ont fait. Et il faut effectivement, je pense, se poser la question de savoir si on ne doit pas l'adapter pour notre propre entreprise. On a déjà évoqué aussi les canaux de distribution. Évidemment qu'il faut y réfléchir. Est-ce que le e-commerce n'est pas finalement une partie de la solution? Est-ce que le circuit court n'est pas également une autre partie de cette situation? Alors, quand on a évoqué évidemment ce parti business model, il faut effectivement aussi se rendre compte qu'il pourrait avoir certaines opportunités. On pourrait très bien asseoir sa position sur un marché en rachetant par exemple un concurrent, un confrère, un client ou un fournisseur. Une fois que cette réflexion a été effectuée, il me semble qu'un travail de fond est à réaliser sur réellement le besoin en fonds de roulement. Autrement dit, quel est mon cash? Nicolas l'a dit, cash est plus que jamais king en ce moment. Et donc, il y a 3 grands leviers sur lesquels on va s'appuyer pour améliorer ce fonds de roulement. Le premier levier, évidemment, sont vos clients. Qui sont mes clients? Est-ce que mes clients seront encore les mêmes, on l'a déjà dit, après la crise? Comment est-ce qu'eux traversent cette crise? C'est aussi important de s'en inquiéter. Donc, soyez extrêmement attentifs à vos créances clients. Facturez évidemment le plus vite possible vos prestations ou vos livraisons et mettez bien évidemment en place un suivi très régulier avec une procédure très rigoureuse de rappel. Concernant les clients, pourquoi pas envisager pour certains le factoring. Donc le factoring, c'est la cession, la vente finalement de la créance client à la banque qui va vous payer rapidement et qui va se charger par après de récupérer l'argent. Deuxième pilier sur lequel on va pouvoir s'appuyer sont évidemment vos stocks. Magasins fermés, activité au ralenti, pour certains, le stock est important. Et Dieu sait si le stock mobilise du cash, de l'argent. Il se peut qu'il y ait un stock périssable pour lequel il faudra acter une dépréciation. Et donc là aussi, il va se poser une question d'un suivi très très régulier du stock et de savoir comment l'écouler dans le futur. Troisième et dernier pilier sur lequel on va s'appuyer sont évidemment les fournisseurs. Il faudra plus que jamais aller les voir, discuter avec eux, négocier des plans de paiement, des escomptes pour un paiement comptant, etc. Il sera important d'aller les voir, puisque finalement, comme vous, ils ont vraiment intérêt à ce que vous restiez le plus longtemps possible en bonne santé. Dernière étape, c'est effectivement de prévoir l'avenir. On en a parlé déjà en introduction. Le plan financier, des budgets seront absolument indispensables dans le cadre de ce redémarrage. Il va falloir faire des
des versions pessimistes et des versions pour moi optimistes, hein, meilleur scénario, pire scénario, avec des hypothèses de charge et de chiffre d'affaires évidemment. Et lorsqu'on parle de charges, eh bien, pour la plupart d'entre vous, finalement, ces charges ont été réduites. L'activité étant au ralenti, pardon, les charges sont quelque peu ralenties également. Mais quid du redémarrage? Il est évident que lorsqu'on va redémarrer l'activité, les charges vont arriver plus vite que l'encaissement du chiffre d'affaires. Et donc, il va y avoir un gap relativement important finalement entre les dépenses, les charges et l'encaissement du chiffre qui pourrait arriver un peu plus tard. Je pense notamment aux dépenses de carburant des collaborateurs qui seraient sur la route, dépenses marketing par exemple. En termes de collaborateurs, est-ce qu'il faut continuer ou geler l'embauche? Ou est-ce que malheureusement il faut aussi licencier? Il faut en parler malheureusement. Et donc vraiment cette phase de redémarrage va être cruciale et justement ces budgets qu'on va établir vont vous permettre de détecter quels sont les besoins de trésorerie, quels sont les besoins en cash supplémentaires pour faire face dans les prochains mois. Et la dernière étape, évidemment, et peut-être la plus importante, c'est que quand on parle de sources de cash, les banques sont évidemment les premiers à aller voir. Les banques sont prêtes. Clairement, elles sont prêtes. On reçoit déjà maintenant plusieurs demandes de banques afin de compléter des fichiers Excel qu'ils ont préparés avec des prévisions de trésorerie. Et donc, le travail qui a été réalisé juste avant, finalement, avec ces budgets, eh bien, on fera un copier-coller et on leur donnera pour pouvoir avoir ce crédit. On parle de crédit, mais il y a plein de possibilités. Le factoring, j'en parlais, en a une, un crédit classique, un éventuel report de crédit existant, ou alors tous ces crédits ponts, crédits bullet ou straight loan. Peu importe, mais en tout cas, il faut effectivement aller les voir, n'hésitez pas. Petite parenthèse par rapport justement à ces prêts, il existe durant cette crise un prêt qui s'appelle le prêt Ricochet, qui a été mis en place par la Sawalfin. La Sawalfin, c'est le bras financier de la région wallonne. Ce prêt est un prêt en fait bancaire garanti à 75% par la Sawalfin. Donc la banque finalement prend très peu de risques et la partie qui sera prêtée par la Sawalfin, plus ou moins 10%, un peu moins, sera prêtée à un taux zéro. Donc évidemment, condition extrêmement avantageuse, d'autant plus que ce prêt prévoit une franchise en capital de 6 mois. Autrement dit, pendant 6 mois, vous remboursez que de l'intérêt. Il existe également ce type de mécanisme à Bruxelles pour des micro-entreprises ou indépendants. On parle d'un prêt de 15 000 € à un taux de quasiment de zéro. On parle également de crédit pont qui serait octroyé à un taux qui serait apparemment de 1,25%. Voilà, les mécanismes existent. C'en est tout pour la partie bancaire. Et peut-être en guise de conclusion pour ma partie, puisqu'on parle d'argent frais et de sources de financement, il me semblait important de vous expliquer, ou en tout cas brièvement de vous donner une piste, qui est un mécanisme qui est très peu connu en Wallonie, ou en tout cas en Belgique, qui s'appelle le tax shelter pour entreprises débutantes ou en croissance. Alors, dans les grandes lignes, ça permet finalement aux personnes physiques, contribuables, vous, moi, peu importe, n'importe qui, de rentrer au capital d'entreprise, encore une fois, débutante ou en croissance, et moyennant évidemment toute une série de conditions et de contrôles, ça permet d'avoir une déduction fiscale qui va jusqu'à 45% du montant investi. Donc c'est évidemment extrêmement intéressant, et donc il ne faut pas hésiter aussi à consulter, nous consulter en tant qu'expert comptable pour voir si vous pourriez mettre en place ce genre de mécanisme. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute, et je pense que maintenant, nous sommes disponibles pour les questions qui seront posées, et je pense que la première question est pour Marie-Laure. Oui, bonjour. Rebonjour. Donc, je vois ici une question. Ce plan devra-t-il également être formellement établi sur papier? À peu près, le bien-être est une preuve importante que certaines mesures ont été prises de manière intentionnelle, excusez-moi, et suffisamment réfléchie. Donc, c'est important qu'il y ait bien pensé concernant ce point, et le bien écrit est également aussi un point de départ pour une inspection sociale.
Ok, je vois ici aussi une deuxième question. Qu'en est-il des employés qui ne peuvent pas retourner au travail en raison des problèmes d'accueil des enfants? Ici, je pense que c'est très important de regarder avec le RH parce que il y a peut-être des possibilités internes. Par exemple, la possibilité de congé ou aussi de congé de parental. Donc, c'est nécessaire que ça devront être examinés. Et aussi, je pense que c'est important pour tout le monde, pour les employés, mais aussi pour l'employeur, qu'on doit soyez flexible dans ce cas. J'ai encore une troisième question ici. Ce plan peut-il être exigé lors d'un contrôle social? C'est un petit peu comme mentionné dans la première question. Donc, c'est important d'avoir une analyse de risque. Donc, ça, c'est obligé. Et c'est aussi comme ça qu'on s'est noté dans un plan exact. C'est un point de départ pour l'inspection sociale. Je vois encore des autres questions, mais c'est pour Jonathan, je pense. Je donne la parole à Jonathan. Merci. Merci. Oui, j'ai ici une question. On me demande quelles sont les démarches à effectuer pour obtenir ce prêt ricochet. Alors, c'est facile, aucune. Il n'y a aucune démarche, ce prêt est automatique. C'est-à-dire que si la banque accepte le prêt, la Sowalfin derrière suit immédiatement, sans aucune condition, aucune contrainte. Je continue les démarches. On me demande quels sont les outils recommandés pour un bon suivi des créances. Je dirais que le premier outil essentiel sont évidemment d'avoir une comptabilité mise à jour. Ça me paraît logique, mais c'est important de le dire. Une comptabilité à jour, évidemment. Pour ce qui est des rappels, je dirais avoir des rappels avec un échéancier, hein, rappel 1, rappel 2, rappel 3, etc. Important aussi. Et évidemment, si on parle de software, il existe sur le marché toute une série de programmes comptables ou en tout cas de suivi de créances qui sont bon marché et très très intéressants à utiliser. Alors, je vois encore une question pour moi. Est-ce que la prime Corona est imposable? Donc oui, vous parlez de la prime de 5 000 €, j'imagine en région wallonne. Alors non, la prime ne sera pas imposable. On nous l'a quasiment certifié. J'attends les textes officiels, mais elle ne sera pas imposable. Encore des questions. Quelles sont les conditions pour bénéficier du prêt ricochet? Alors évidemment, ça c'est une très bonne question. Si les banques qui vont décider, évidemment. Je le dis, la Sowalfin va attribuer automatiquement ce crédit lorsque la banque aura donné son feu vert. Et je me dis que puisque la Sowalfin garantit à hauteur de 75% le montant qui sera prêté par la banque, je suppose, j'imagine, j'espère en tout cas, que les banques seront assez ouvertes pour faire ce prêt. Il y a une question qui a été posée. Quel montant peut être octroyé dans le cadre du prêt ricochet? Alors, c'est une très bonne question. Les montants vont jusqu'à 45 000. Donc, c'est un montant de 45 000 € qui peut être prêté par la Sowalfin. Alors, quand je dis 45, c'est 30 000 € maximum par la banque et 15 000 par la Sowalfin. Et donc, je répète bien, les 30 000 qui seraient octroyés par la banque sont garantis à hauteur de 75% par la Sowalfin. Et les 15 000 autres restants qui seraient prêtés par la Sowalfin, eux sont prêtés à un taux 0%, donc vraiment intéressant. Et je répète encore une fois également aussi que ce prêt prévoit une franchise en capital de 6 mois. Donc vous ne remboursez que de l'intérêt, et alors l'intérêt qui serait par la banque, puisque la Sowalfin prête 0, donc vous remboursez que de l'intérêt pendant 6 mois. Et seulement après, vous commencez à rembourser le capital. Bon, on est arrivé à la fin de notre présentation. Il ne me reste que de vous remercier pour votre temps et votre présence. Et j'espère la prochaine fois qu'on se voit, ce sera en réalité et pas en virtuel. Merci et à bientôt.